De cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent. La dernière partie de Soir d'Info avec Pape Abdoulaye Der et son invité ce soir, Monsieur Abdoulaye Seck. C'est à vous, Abdoulaye. Merci beaucoup, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane, Chérif Diop. Comme vous l'avez si bien dit, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Seck, expert en finance, banque et gestion des risques. Abdoulaye Seck, bonsoir. Bonsoir, Abdoulaye. Alors, il y a eu le lancement des opérations exceptionnelles par le président Macky Sall de transfert de 43 milliards de francs CFA à 542 956 ménages démunis. Les bénéficiaires donc du cash transfert mis en place par l'État. Comme je vous disais, il s'agit de 542 956 familles vulnérables recensées dans le registre national unique RNU. Dites-moi, Monsieur Seck, pour vous, est-ce que dans ce contexte, cet aspect économique est pertinent, distribuer de l'argent comme ça? Merci beaucoup, Abdoulaye. D'abord, je vais saluer les téléspectateurs de la TFM et dire également que, effectivement, c'est une question que les gens peuvent se poser. Oui, là, vraiment l'aspect économique. Oui. Vraiment de ce transfert, ce grand transfert d'argent vers des ménages sénégalais 542 936, comme vous l'avez si bien dit. En termes d'économie, de rationalité économique des dépenses publiques, c'est en fait une théorie qui n'est pas acceptable. Dans la mesure où il s'agit simplement de mobiliser de l'argent, 43 milliards, avec tous les coûts de mobilisation y afférents, notamment les taux d'intérêt, les frais de courtage, les frais d'intermédiation, et supporter tout ce fardeau-là et maintenant venir distribuer gratuitement de l'argent à ces ménages. Et même en supportant également d'autres coûts, qui sont des coûts de location, d'utilisation des plateformes de distribution. Donc, économiquement, parce qu'en termes de rationalité économique, les dépenses publiques doivent obéir à ce qu'on appelle le binôme utilité-efficience. Donc il faudrait que ce binôme-là soit vérifiable et obtenu dans les projections, et maintenant qu'on puisse justifier les dépenses. Pour vous, dans le cas d'espèce, ce n'est pas le cas? Dans le cas d'espèce, ce n'est pas le cas. Pourquoi, pourtant, à l'occasion de ce lancement, on a entendu le président Macky Sall dire qu'il y a quand même une baisse de la pauvreté qui a reculé de 5 points en termes de pourcentage. Dans la dernière enquête, en tout cas harmonisée sur les conditions de vie des ménages, la prochaine enquête sera disponible en décembre 2022. Oui, le président l'a si bien dit, mais il a été très prudent en disant qu'on attend les résultats consolidés qui seront disponibles à partir de décembre 2022. Mais tout ce qu'il faut noter à partir de ce moment-là, c'est que le président est dans sa logique. Depuis qu'il a été élu à la tête de ce pays, le président a fait de la protection sociale une des priorités en fait de ses interventions. C'est lui qui a amené ici ce qu'on appelait les bourses familiales. Également, il y a la protection sociale. Mais c'est en fait une très bonne initiative. Mais il manque un maillon dans cette affaire-là. Depuis 2013, il y a presque 197,353 milliards de francs CFA qui a été investi sur ces questions de bourse et de protection. Mais si vous regardez bien, le nombre de ménages pris en charge dans cette affaire-là continue de grossir. Et maintenant, si on nous parle de recul, ça peut être paradoxal. Ce qu'il manque, il manque un maillon dans cette politique-là. C'était bien défini, c'est bien clair, c'est une générosité extraordinaire, c'est également une politique d'inclusion sociale. Mais il fallait, dans la définition de ces politiques-là, inclure un aspect qui permet de sortir, d'avoir une transition entre ce groupe et passer à un autre groupe. Le monsieur Sambeley de l'Oro qui est immatriculé dans les RNU et qui est bénéficiaire de cette bourse-là doit être encadré et de faire en sorte qu'il puisse, de par lui-même et de ses activités économiques, avoir une porte de sortie à atterrir dans une autre catégorie de ménages sénégalais. C'est là, ce sont là ces résultats-là qui sont attendus et qui sont des résultats qui sont opposables à des gens qui ne sont pas d'accord à cette politique d'assistance ou à cette politique d'État-providence. Nous en avons connu des pratiques pareilles dans les années 70 avec le président Léopold Sédar Senghor. Tout le monde se rappelle qu'au mois d'août, on donnait de l'argent aux cultivateurs. On donnait de l'argent aux cultivateurs. Donc, c'est une politique d'extrême générosité, mais qui doit être encadrée, qui doit être assujettie à un certain nombre d'activités qui puissent permettre à l'individu, de par ces activités et par ce financement-là, de s'auto-saisir et de
de se prendre en charge lui-même et de sortir, tendre vers une autre catégorie professionnelle et être mobilisable et engagé dans le processus. Mais justement, Abdoulaye Seck, dans ce contexte de crise mondiale, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que 43 milliards soient mobilisés? Pas du tout, parce que le contexte ne s'y prête pas. La dernière production de la DPE nous fait ressortir un déficit de 725,6 milliards de francs CFA dans le budget du Sénégal. Mais également, il y a la montée des cours mondiaux. Il y a également le problème avec le Mali, où par exemple un secteur aussi défragile que le transport, si on prend tout simplement l'aspect formel du transport entre le Sénégal et le Mali, qui fait 474 milliards en 2020. Près de 500 milliards. Et maintenant, si on ferme ces frontières-là et ce transport-là est bloqué, si ces gens-là, à côté de ces 474 milliards de pertes qui sont plus mobilisés, vous leur opposez les 43 milliards, ils seront vraiment pas du tout à l'aise. Donc moi, j'aurais préféré, je suis d'accord avec cette politique, mais j'aurais préféré qu'on puisse l'encadrer, qu'on puisse mettre d'autres activités, inciter ces gens-là à aller vers des activités, des micro-activités au sein des ménages qui puissent leur permettre quand même de tendre vers l'alphabétisation, de tendre vers la prise en charge et de prendre vers des micro-projets qui permettraient à ces familles-là de se prendre en charge intégralement au sortir, qu'il y ait un processus qui puisse produire d'autres qui sont plus pauvres. Et maintenant, ce résultat-là, de ces gens qui sont sortis de cette catégorie chaque année, c'est le résultat que nous attendons et c'est ce résultat-là qui nous permettra de dire qu'effectivement, nous avons traversé des périodes, nous avons fait reculer la pauvreté de façon très pratique. Alors, parce qu'il faut qu'on aille vers l'aspect réel, l'économie réelle, et plutôt que dans l'aspect de l'économie, de spéculation, ou dans l'aspect économique quand même, tout simplement de projection. Justement, Abdoulaye Seck, la guerre en Ukraine a fortement impacté les économies, on le sait, mais on est aussi dans un contexte d'économie post-Covid pour nos économies. Qu'est-ce qu'il faudrait donc mettre en priorité? Qu'est-ce qu'il faudrait prioriser pour atteindre l'émergence? Oui, je vous disais que effectivement, il y a cette nécessité pour les États, surtout de l'Afrique subsaharienne, pour ces États-là, d'aller vers des réformes, pour ces États-là, d'aller vers une politique économique de résilience, pour permettre à ces États-là de se régénérer et d'aller vers d'autres sommets. Parce que Africa Pulse nous a fait, dans sa dernière publication, comprendre que nous allons vers une baisse de la croissance de 4,1 à l'ordre de vers 3,5%. Mais il faut nécessairement, dans un premier temps, favoriser ce qu'on appelle les investissements et les réformes de production et de productivité qui permettront d'avoir une économie basée sur la production, une économie basée sur une économie de résilience et capable de fournir des emplois, de nombreux emplois, mais également des emplois de qualité et durable. Mais dans un second temps également, il faudrait penser à la réallocation des ressources vers d'autres secteurs, qui permettraient effectivement, cette réallocation des ressources-là nous permettrait de faire un passage des exportations de matières premières vers un système avec beaucoup plus de valeur ajoutée et de chaînes de transformation. Et cette affaire-là nous permettra également d'utiliser ce qu'on appelle la zone de libre-échange économique africaine au niveau de la sous-région et permettre à ces pays-là, de façon concertée et de façon globale, d'aller ensemble vers une émergence et vers une compétition saine au sein de cette zone. Également, et c'est nécessairement également, intégrer ce que j'ai appelé l'intégration spatiale. On ne peut pas parler d'économie sans parler d'aménagement du territoire. Parce que moi, j'habite dans une communauté rurale, par exemple Loro, où dans le chef-lieu qui concentre l'ensemble des activités, on n'a pas un seul kilomètre de route. Et maintenant, si les productions agricoles sont stationnées à ce niveau, et si on n'a pas cette connectivité entre zone rurale et zone urbaine, si on n'a pas cette connectivité entre zone côtière et zone occidentale, si on n'a pas cette connectivité qui a permis pendant cette période de Covid de travailler à distance et de faire fonctionner les entreprises, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, je pense que le développement ne peut pas être appréhendé de façon réelle. Donc il faudrait également qu'on pense à l'intégration sociale et surtout à l'aménagement des territoires et permettre à ces territoires-là de pouvoir quand même avoir les infrastructures de base nécessaires à la bonne pratique, à l'accompagnement de cette politique de production. Vous parlez d'aspect social dans votre intervention. On sait que
la grande problématique, c'est l'emploi des jeunes. Alors, au mois de mars de l'année dernière, le président avait dit aux jeunes, je vous ai compris, après les émeutes et autres là, et il y avait une approche, à mon avis, financière du problème avec 350 milliards qui allaient être injectés à raison de 150 milliards par année. Justement, est-ce qu'il n'y a pas une limite à cette approche financière en occultant l'aspect socio-économique, comme vous venez de le dire? C'est la vérité des choses. En vérité, les problèmes économiques ne s'appréhendent pas à l'aspect des finances. Parce que d'abord, pour qu'il y ait un bon comportement de l'acteur économique, il faut que l'acteur soit déjà engagé, l'acteur soit encadré et l'acteur soit bien formé. Et c'était ça le problème au Sénégal. Le problème au Sénégal, c'est que, en vérité, il y avait une dispersion des forces dans le cadre de la politique d'emploi et d'employabilité des jeunes. Il y avait une dispersion de forces et d'outils qui sont éparpillés au niveau de chaque direction. Par exemple, vous allez au niveau du ministère de la Jeunesse. Le ministère de la Jeunesse n'a presque pas de levier, hormis les vacances citoyennes, hormis les DAC, de pouvoir mobiliser les jeunes dans d'autres domaines. Donc ce qui a fait qu'il y avait une dispersion extraordinaire des forces. Maintenant qu'on a pensé à faire des maisons au niveau de chaque département pour déjà démocratiser l'information, parce que le jeune qui est à Fongolemi, le jeune qui est à Oussouye, si pour avoir des informations sur la rentabilité, sur l'employabilité, pour avoir des informations sur les créneaux qui sont offerts aux jeunes pour pouvoir se promouvoir et faire la promotion de l'emploi jeune, doit venir jusqu'à Dakar, ça devient un coût supplémentaire extraordinaire. Et là également, pour un peu arriver à embrosser un peu l'aspect utilisation des structures de l'État. Mais je comprends mal qu'on puisse à travers ces distributions, qu'on puisse à travers cette connexion avec les jeunes, ne pas passer par les structures de l'État qui existent déjà. La Poste devait saisir à ça. Il n'y a pas une structure avec un meilleur maillage du territoire que la Poste. Vous avez dans tous les arrondissements du Sénégal, vous avez la Poste. L'étudiant qui habite à Sagata, vous lui dites de venir à Dakar pour percevoir sa bourse, pour aller dans une banque ici qui est à Dakar. Cette banque-là n'existant pas à Sagata, cette banque-là n'étant pas présente à Kébémer, cette banque-là n'étant pas présente à Tivaouane, il est obligé de faire tout ce trajet-là pour venir jusqu'à Dakar et faire la queue pour percevoir sa bourse. Et en même temps, en faisant passer ces flux financiers dans ces structures-là, l'État paye, supporte des charges, alors que la Poste devait pouvoir servir à cela et à d'autres activités. Et c'est la même chose, et c'est la même chose pour la connexion qui doit être faite entre beaucoup de structures de l'État pour quand même pouvoir rentabiliser, mais également internaliser les productions, les services publics et faire en sorte que ce coût des services publics-là soit amoindri par rapport aux charges qui devaient être supportées. Alors les augmentations de salaire sont effectives dans plusieurs secteurs, dont les enseignants. Il y a eu également beaucoup d'argent injecté dans la santé. Pour vous, le Front social qui a connu une surchauffe, c'était la bonne solution, une augmentation des salaires pour calmer le front social? C'est en fait des mesures, des mesures exceptionnelles, comme également la distribution. On peut dire également, sur le plan de la distribution, je reviendrai à cela, mais sur le plan de la distribution qui a eu lieu ce matin, effectivement, ceux qui en ont besoin, ça peut quand même servir à quelque chose, mais pour une période effectivement exceptionnelle et très brève. Ce n'est pas en fait une mesure économique, mais c'est une mesure peut-être d'une générosité sociale, qui ne pouvait pas être prévu par des économistes purs et durs. Maintenant, nous sommes dans une société où quand même on a l'habitude de s'entraider et autres, c'est sous cet angle-là. Mais par rapport à la question syndicale, moi j'aurais préféré qu'on ait des contrats de performance, qu'on ait des contrats sur plusieurs années, pluriannuels, sur triannuels ou en tout cas sur plusieurs années avec les syndicats et qu'on puisse fixer ensemble, entre acteurs, les différents points qui sont inscrits dans ce contrat de performance-là, dans ce contrat cadre, et qui permettra à ces gens-là de pouvoir vérifier chacun et de faire des évaluations trimestrielles. Parce qu'il n'est pas évident pour un État de prévoir déjà tout ce qu'il y aura comme soubresaut dans la vie d'un syndicat ou d'un corps de fonctionnaires. Parce que l'État a déjà des priorités et des super priorités qui dépassent le cadre d'une seule catégorie de fonctionnaires. Donc, vu sous une période pluriannuelle, avec des contrats cadres effectivement très clairs et avec des engagements très sérieux de la part de tous les acteurs, parce qu'il y va également même du contenu de ce qui doit être fait au niveau des prestations en termes de services publics. Donc là également, la méthode doit changer. On doit aller vers ces contrats-là, triannuels, en tout cas sur plusieurs années, avec des évaluations concrètes qui seront faites entre les acteurs et les priorités seront définies entre les acteurs et chacun essaiera
sans qu'on essaiera, en tout cas, dans la mesure du possible, quand même de satisfaire ses engagements au niveau de ses conseils. Alors, Abdoulaye Seck, on l'a dit, hein, pour les priorités et stratégies pour atteindre ou aller vers l'émergence, on a également les infrastructures, une politique d'infrastructure avec les terres, pas mal. Justement, est-ce que ce n'est pas aussi un état d'esprit? Ce n'est pas seulement financier. On a vu les installations du terre sabotées, vandalisées. Comment est-ce que ça aussi... c'est pourquoi j'ai dit, dans le premier point, qu'il faut aller vers des réformes et des investissements productifs et non de prestige. On doit progresser lentement. Pour vous, le terre est un investissement de prestige? Non, pas du tout. C'est d'une utilité très remarquable parce que le terre a déjà commencé à faire ses preuves. Exactement. Mais avec 15 000 dans la gestation, dans la mise en œuvre, il y a eu quand même quelques ratés qui ont fait que le terre, durant toute sa marche, a produit des mécontents. Du début jusqu'à la fin, les impactés, et ainsi de suite. Et c'est très lourd. Moi, j'ai été à la cellule des grands projets de la présidence de la République. J'ai eu la chance de servir là-bas en tant qu'économiste. Mais ce comportement-là des Sénégalais, c'est un comportement qui découle d'étapes et qui ne devait pas avoir lieu en vérité. Parce que ce n'est pas un comportement, c'est un comportement qui est vraiment du tout, qui doit être banni. Qui doit être banni dans un contexte de pays en développement. Nous devons quand même aspirer à beaucoup plus de commodité, nous devons aspirer à beaucoup plus de modernité, mais nous devons également accompagner les processus et faire en sorte que nos projets, dans le cadre des études d'impact environnemental et social, puissent produire moins de frustrés, moins de gens en tout cas qui se pensent déjà que ce projet-là est contre eux au fur et à mesure que le projet se déroule, parce qu'un projet d'État se déroule sur plusieurs années, de la pré-étude jusqu'à la réalisation. Abdoulaye Seck, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et pour votre invitation. Merci également à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.